Et sociale. La force grise pour la démocratie sociale, FGDPS en sigle, a suivi avec regret la récente sortie médiatique du sénateur à vie, présentée comme une adresse à la nation, et tient à rappeler que, selon les usages républicains, seul le président en exercice, conformément à l'article 77 de la Constitution, est habilité à s'adresser à la nation par des canaux officiels. En réalité, dans cet exercice auquel il s'est adonné, le sénateur à vie s'adressait à ses militants et sympathisants, ce qui n'a rien à voir avec la nation tout entière. La FGDPS constate avec indignation que le sénateur à vie s'illustre à l'égard des affaires de l'État comme un monarque qui se convainc de détenir un pouvoir sacré d'un ascendant, d'un pouvoir sacré hérité d'un ascendant, qu'il peut donner à qui il veut et le reprendre quand il veut. Tout cela faisant fi du souverain primaire, le détenteur attitré du pouvoir. À sa communication, la FGDPS fait la mise au point suivante. De l'héritage prétendument positif laissé en 2019. Lorsque le sénateur à vie affirme avoir laissé un pays pacifié et réunifié, devons-nous lui rappeler qu'avant son arrivée en RDC en 1996, dans les rangs du mouvement rebelle AFDEL dirigé par son mentor, Major James Kabarebe, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, notre pays, surtout dans sa partie Est, vivait dans une paix relative. Ne comptait quasiment pas autant de groupes armés qu'on en a compté après son départ du pouvoir en 2018. Il va sans dire que ce passif douloureux tire sa source du mouvement rebelle AFDEL, précurseur de tous les groupes, des groupes armés et des mouvements rebelles, notamment le RCD, le CNDP, le M23, devenu aujourd'hui l'AFC M23, dont il est le patron à mal de déguisement. La force grise pour la démocratie et le progrès social note simplement une mauvaise réécriture de l'histoire à ce propos, alors que la réalité est telle qu'à l'est de la République démocratique du Congo était en proie à des conflits armés chroniques avec la présence documentée de plus de 120 groupes armés durant les 18 ans de son règne. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a travaillé dur et continue à travailler pour apurer ses lourds passifs de plus de 30 ans dont il a hérité de la mandature passée. Les deux, de la rupture de la coalition FCC-CACH. Les sénateurs à vie dénoncent la rupture du pacte républicain. Mais de quel pacte républicain parle-t-il? Celui à travers lequel il espérait continuer à exercer le pouvoir politique alors même que son camp avait perdu la confiance des Congolais et qu'un choix net de rejet avait été réalisé en 2018. Il ne faut jamais perdre de vue que le peuple congolais dans sa souveraineté a choisi le changement en 2018, exprimé de manière pacifique, sans recours à la violence ni à la contrainte. Malheureusement, dans les faits, la coalition FCC-CACH n'a pas pu répondre aux attentes légitimes des citoyens. Cet échec est imputable non seulement au blocage structurel, mais aussi à l'attitude des acteurs de sa plateforme politique dans cette coalition qui ont continué à fonctionner selon une logique de double pouvoir. L'on se souviendra notamment de la ministre du portefeuille de l'époque, qui refusait de notifier des mandataires pourtant nommés par ordonnance présidentielle, ou encore des responsables du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont contesté la prestation des serments des juges constitutionnels pourtant nommés conformément à la Constitution. Cette situation a mené à une impasse politique. La rupture de la coalition FCC-CACH n'est donc pas survenue par calcul partisan, mais en réponse à une exigence populaire manifeste, relayée par les forces politiques, la société civile et des institutions morales telles que la CENCO. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu démocratiquement, a alors pris ses responsabilités afin de restaurer l'efficacité
de l'action gouvernementale après avoir tenté à plusieurs reprises de préserver la cohésion de la coalition. Il a lui-même reconnu à l'heure du bilan que cette rupture fut l'un des épisodes les plus douloureux de son premier mandat. Mais confronté à l'impératif de l'intérêt général, il n'a eu d'autre choix que de reprendre la main. Ce tournant politique n'a rien eu d'un coup de force. Il s'est inscrit dans le respect strict des mécanismes démocratiques et des règles institutionnelles en vigueur. Il s'agit là d'un exemple de régulation démocratique par les institutions elles-mêmes, conforme à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. De 3. Des nominations à la Cour constitutionnelle et à la CENI. Il semble malheureusement nécessaire de rappeler au sénateur à vie la marque qu'il a laissée dans notre histoire politique récente. Depuis 2006, son régime s'est illustré par des pratiques qui ont profondément fragilisé la démocratie congolaise. En réalité, jamais il n'a véritablement cru à l'idéal démocratique. Chaque cycle électoral, sous son autorité, s'est conclu dans la contestation, souvent étouffée dans la violence et la répression. Comment oublier les affrontements armés en plein cœur de Gombe entre les forces loyales à lui et celles ralliées à son principal challenger. Au beau milieu de la journée, alors que les élèves se trouvaient encore dans les écoles. Une génération entière, aujourd'hui âgée de 20 à 30 ans, en porte encore les stigmates. Comment ne pas se souvenir des vagues de répression contre les militants de l'UDPS après les élections de 2011, ou encore de la mise en résidence surveillée du président Etienne Tshisekedi Wamulumba, alors véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Comble de l'ironie, pour lui, la seule élection présidentielle qui s'est déroulée dans un climat d'apaisement fit celle qui les fit quitter le pouvoir en 2018. Un soulagement profond pour le peuple congolais qui n'aspirait qu'à tourner une page douloureuse. Aujourd'hui, le sénateur à vie parle des violations intentionnelles de la Constitution, mais à aucun moment il n'apporte la preuve juridique d'une quelconque entorse, ne citant ni article précis, ni disposition légale violée. Cette déclaration, dénuée de tout fondement, ne repose sur rien d'autre qu'une posture politique. Toutes les nominations intervenues dans le cadre institutionnel depuis 2019 l'ont été dans le strict respect des procédures constitutionnelles et légales. Les membres de la Cour constitutionnelle désignés en 2021 l'ont été par les institutions compétentes, conformément au texte en vigueur. Il en va de même pour la composition de la CENI, fruit d'un large consensus entre les forces vives de la nation, incluant notamment les confessions religieuses, comme ce fut le cas lors des précédentes configurations, y compris celle qui organisa les élections en 2018. C'est ici le lieu de lui rappeler que les confessions religieuses qui avaient désigné l'actuel président de la CENI sont les mêmes qui avaient désigné son prédécesseur, son pantin qui dirige pour lui l'AFC M23. Il s'agit là d'une dynamique d'ouverture démocratique réelle, ancrée dans